Le baron Chadelain avait 2 filles. L'aînée, Anastasia, était joyeuse, sociable, et possédait de magnifiques cheveux dorés, on aurait dit une véritable princesse. La cadette, Marie, était grande, presque comme un garçon, toujours vêtue de haillons et le nez plongé dans un livre. La famille vivait dans la pauvreté. Chaque jour, une montagne de tâches ménagères attendait. Il fallait préparer les repas, nettoyer, et tandis que les autres mangeaient à table, Marie restait seule dans la cuisine. Elle gérait même les comptes de son père et signait des documents à sa place. Mais peu importait. Demain, c'était son anniversaire. Peut-être que, pour une fois, ce serait une belle journée. Le lendemain, le petit frère Cédric ne cessait d'admirer la beauté d'Anastasia. Le baron se leva pour annoncer que sa fille aînée serait la vedette de la soirée. Tout le monde applaudit. Ce bal de présentation était organisé pour trouver un époux à Anastasia parmi les grandes maisons. Marie, bousculée par la foule d'hommes qui se pressaient autour de sa sœur, s'éclipsa discrètement. Anastasia s'inquiéta en la voyant partir. Marie vivait dans l'ombre de sa sœur, une existence vide et invisible. En fixant son reflet dans une flaque d'eau, elle se demanda pourquoi elle était née si laide. Soudain, une voix masculine la fit sursauter. « Je suis invité à la fête, » dit l'homme. Son serviteur, Mio, précisa aussitôt. « Monsieur, cette jeune femme n'est pas une servante. Les Chadelain n'ont qu'une domestique de 60 ans. » Comprenant son erreur, l'homme, Cyrus, s'excusa avec un sourire étincelant. Marie, troublée, lui demanda s'il venait bien de la République d'Ipsandro. Il confirma, sa mère était une artiste itinérante originaire de là-bas. Marie s'anima soudain, incapable de se retenir. Elle parla des vêtements traditionnels formels ipsandriens qu'elle avait étudiés dans ses livres. Cyrus s'étonna qu'elle s'intéresse autant à la culture d'un pays aussi fermé. Elle répondit avec passion que, dès qu'on découvrait la profondeur de leur technologie et de leur art, on ne pouvait plus s'en détacher. Il rit et ajouta, taquin, que même ses sous-vêtements étaient ipsandriens. Marie éclata de rire, le traitant d'élégant. Elle lui raconta son histoire préférée, celle du vilain petit charou, un chaton roux abandonné qui voyage avec un gentil voyageur et devient plus fort au fil du chemin. Elle se sentait proche de ce personnage, à cause de ses propres cheveux roux, peut-être. Mais soudain, elle s'interrompit, les cris de son père résonnant dans sa tête, une femme qui étale son savoir est une honte. Honteuse, elle s'excusa et voulut s'enfuir. Cyrus la retint doucement. Lorsqu'elle se retourna, elle croisa des yeux plus beaux que toutes les étoiles du ciel. Comment pouvait-il être si parfait? Il était forcément venu pour demander Anastasia en mariage. Des larmes montèrent. Elle se sentait sans valeur à côté de sa sœur. Cyrus crut qu'il l'avait blessée en la prenant pour une servante, mais ce n'était pas cela. En observant ses vêtements ternes, il demanda pourquoi elle ne portait rien de joli. Marie sourit tristement. « Je ne suis tout simplement pas jolie. » Voilà tout. Elle voulut partir à nouveau, mais il la retint une dernière fois et murmura. « Tu es belle. » Ces mots, elle les avait entendus. Pourtant, au lieu de joie, une immense tristesse l'envahit. Elle s'enfuit vers la remise où on la faisait dormir, le cœur douloureux. Un mois plus tard, une lettre arriva, le comte Granado demandait Anastasia en mariage. Le baron exulta et sa fille épouserait le fils d'un duc, une famille immensément riche. Anastasia vivrait dans un luxe inimaginable. Mais la jeune femme semblait hésitante. Son père ordonna à Marie de rédiger la réponse et d'annoncer la nouvelle à la noblesse locale. Plus tard, Anastasia confia ses craintes à sa cadette, elle connaissait à peine le visage du comte. On disait de lui qu'il était colérique, excentrique et qu'il détestait les femmes. Pourtant, elle montra à Marie des vêtements qu'elle avait cousus elle-même, des tenues masculines, car elle adorait voir de belles femmes habillées en hommes. Si un jour la famille sombrait, elle ouvrirait une boutique dans la capitale, disait-elle. Marie fut touchée. Elle aimait sa sœur profondément. Malheureusement, sur la route vers son mariage, Anastasia mourut dans un accident. Marie fixait toujours son vieux livre abîmé, l'histoire du vilain petit charou. Sa mère la frappa violemment. « C'est toi qui aurais dû mourir. » Elle l'accusa d'être responsable, voulut la défigurer pour que plus personne ne la regarde. Le baron l'arrêta, Marie devait remplacer Anastasia. Il avait déjà vendu les cadeaux de fiançailles.
Il fallait exploiter le chagrin du comte. Une nuit de réconfort suffira, dit-il. C'était sa façon de se racheter. Marie se demanda quel crime elle avait commis. Puis elle comprit, sa simple naissance était sa faute. Dans la calèche, son père lui ordonna d'être docile. En voyant son sourire, il cracha. « Même ton sourire est répugnant. Il aurait mieux valu que ce soit toi qui meures. » Au palais du comte Granado, le baron hurla sur le garde Thomas pour qu'on les laisse entrer, brandissant sa lettre comme preuve. Mio apparut calmement et expliqua que la missive envoyée ce matin même était bien trop récente pour avoir été traitée. Le baron s'emporta, mais Mio, sans hausser le ton, renversa la situation avec une politesse tranchante. Marie s'inclina profondément, s'excusant pour le comportement de son père. Thomas et Mio remarquèrent immédiatement la perfection presque irréelle de sa révérence, celle d'une noble bien éduquée, pas d'une servante. Mio comprit tout de suite qui elle était. Il ordonna à Thomas d'aller prévenir leur maître sur le champ et de l'accueillir comme il se devait. Ils trouvèrent Cyrus en pleine crise, il criait à Thomas de renvoyer cette Marie Châdelain, car celle qu'il voulait épouser était Anastasia. Il regrettait amèrement de ne pas l'avoir enlevée cette nuit-là, lors du bal. Mais quand il vit enfin la jeune femme rousse et grande qui se tenait là, un malaise profond l'envahit. Marie n'en revenait pas. C'était lui. L'homme aux yeux d'étoiles qu'elle avait rencontré dans le jardin, celui qui lui avait dit qu'elle était belle. Le baron tenta d'expliquer la situation en bredouillant. Cyrus comprit enfin que cette grande rousse était la cadette, Marie. Quand son père se moqua ouvertement d'elle devant tout le monde, Cyrus fronça les sourcils, visiblement contrarié. Il déclara d'un ton calme mais ferme. « Vous passerez la nuit ici, confortablement. » On servit du thé à Marie. Enthousiaste, elle se mit à parler des épices spéciales de la République d'Ipsandro, gingembre, cannelle et de leurs bienfaits pour la santé. Mio ne put s'empêcher de sourire, il la trouva adorable. Cyrus entra alors et annonça au baron qu'il n'était pas nécessaire de rendre les cadeaux de fiançailles, ils pourraient être déposés sur la tombe d'Anastasia. Puis il se tourna vers Marie et lui demanda doucement si sa famille l'avait maltraitée. Elle sursauta. « Pas vraiment. Ils ne me montrent pas beaucoup d'affection, mais je pense que c'est pour me former. Ils sont stricts pour qu'une ignorante comme moi puisse survivre dans ce monde. » Cyrus insista. « Dans ce cas, pourquoi portiez-vous des vêtements de veuve lors de votre anniversaire? Des habits faits pour repousser les hommes. Voulez-vous devenir nonne? Détestez-vous les hommes? Ou êtes-vous simplement malheureuse? » Marie resta silencieuse un long moment. Elle réfléchit à sa vie, à cette existence qu'elle n'avait jamais choisie, mais dont elle n'avait jamais envisagé de s'échapper non plus. Finalement, elle murmura. « Je ne suis pas jolie. » Cyrus appela Mio. Marie crut qu'on allait la chasser. Mais Mio la conduisit vers les bains. On la déshabilla, on la plongea dans une eau chaude parfumée au sel, au miel et aux agrumes. Tunica, la gardienne des bains, lui expliqua que ce rituel servait à la rendre belle, vraiment belle. Quand Marie sortit, enveloppée dans une robe légère, elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. Elle était éblouissante. Cyrus entra et rougit violemment, incapable de détacher les yeux d'elle. Sa mère, la duchesse, qu'on appelait affectueusement Lou, arriva à son tour. Elle observa la scène et taquina son fils. « Je vois que la beauté te touche plus que je ne l'aurais cru. » Elle ajouta, plus sérieuse. « Mais prends cela au sérieux. Pour un mariage noble, il faut l'approbation du chef de famille. Et cette jeune fille manque cruellement de confiance. L'épouse d'un duc doit se tenir droite, fière, noble, au moins jusqu'au jour du mariage. » On promit à Marie qu'on l'aiderait. La duchesse donna son approbation officielle. Marie était désormais la fiancée de Cyrus. Tout le monde applaudit. Mais Marie s'écria soudain. « Je ne peux pas faire ça. Abonne-toi maintenant pour ne rater aucune histoire comme celle-ci, la prochaine va te choquer. »